sont vivants, on n'aura jamais la certitude d'obtenir ce qu'on voudrait, et probablement tant mieux, même sûrement tant mieux. Donc il n'y aura pas de normes ISO 2011 de fabrique des enfants, mais il n'empêche qu'il demeure, et là je n'aurais pas pensé ça en début de carrière, je pense que, et c'est vrai qu'on a eu tendance, ma génération, à critiquer l'éducation, il y avait de quoi, il faut voir d'où on venait, ce qui s'est passé au XXe siècle, tout est dialectique, bon bien sûr, mais bon. Et on est passé dans l'excès extrême. Oui, je crois que la qualité de l'éducation, c'est la meilleure prévention d'une qualité de vie, et c'est la meilleure prévention, je dirais même des troubles psychiatriques, sans qu'on en ait la maîtrise. Parce qu'il y a d'autres facteurs, et notamment d'ordre génétique, et des événements qui vont échapper nécessairement à une maîtrise complète. Il n'empêche que c'est important. Or, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une sous-estimation par les adultes préoccupante, à mon avis, de leur importance. Toutes les enquêtes, je passe très rapidement, mais toutes les enquêtes qu'on fait au niveau européen, 9 adolescents sur 10, personnages ressources, la famille. 7 sur 10, les enseignants. Vous demandez à la famille, ils sont entre 7, autour de 7 à penser qu'ils sont importants pour leurs ados, et les adolescents, et les enseignants à peine 4 sur 10 à penser qu'ils jouent un rôle. Donc une sous-estimation. Et là aussi, c'est créateur. Si on arrive, si on pense qu'on n'a pas d'importance, ça contribue à créer. Les choses, elles existent aussi par l'importance qu'on leur donne. Bon, voilà. Et là, ça a été un peu un des drames, petite parenthèse, il me semble, de la réification de la psychologie, notamment de la psychanalyse, et on y a quelquefois contribué en revenant sur des notions importantes, sur l'enfance, sur les traumatismes, mais qui se réifient là maintenant. Donc les choses, elles existent, bien sûr, elles ont une importance en elles-mêmes, mais c'est avant tout la façon dont on va les vivre, ce qu'on va en faire, ouais, et ça on oublie. Donc c'est pas le poids des événements qui va tout déterminer. Oui, on a eu un traumatisme, et alors? C'est ça, je crois, qu'on appelle la résilience, enfin, si on reprend Cyril Bleu. C'est cette capacité, alors, pour des tas de raisons, mais cette capacité de rebondir et de ne pas s'agripper à un événement, aux choses qui ont eu lieu, pour en faire une explication. Parce que l'anxiété fait partie de la vie. Elle est consubstantielle à la vie, parce que s'il y a une chose qui est source d'anxiété chez les vivants, et en particulier chez l'homme, c'est la puissance. Or, on ne sait pas de quoi la vie va être faite. On ne peut pas la maîtriser d'avance. Donc, elle est source d'anxiété, et au fond, plus on a de liberté, plus il y a de possibilités d'imaginer des choses, plus il y a d'ouverture, plus l'anxiété va être sollicitée. Donc, je crois qu'il ne faut pas dire à nos enfants, attendez, comment on va faire en sorte qu'il n'y ait aucune anxiété. C'est au cimetière qu'on en a pas. Bon. Donc, c'est plutôt de leur dire, apprenez à gérer l'anxiété, avec votre tempérament. Certains en ont un peu plus que d'autres. C'est à la fois un stimulant, ça peut être riche, ça peut être un inconvénient, c'est toujours comme ça. Tout ce qui apporte quelque chose, tout ce qui ouvre, comporte ses risques. Apprenons à le gérer. Et n'en faisons pas un drame, disant il faut éviter toute anxiété, Non, ils sont anxieux, l'école apporte de l'anxiété, voilà. Comment on doit pouvoir la gérer. Ouais. Mais ça dépend des conceptions qu'on a, hein, des choses. Et je pense qu'on a quand même, on sort d'une période très statique des choses. Et peut-être grâce à Internet, à cette ouverture, on va aller dans le sens de ce qui me paraît être au fondement de l'humain, cette activité réflexive dont je parlais d'un moment. Ça nous oblige. On trouve sur Internet tout et son contraire. Alors c'est une ouverture formidable, mais c'est aussi une incitation au discernement, à la réflexion. Bon. Mais il ne faut ni le diaboliser, sûrement pas le diaboliser, il faut l'accueillir, c'est une ouverture formidable, comme a été l'imprimerie en son temps, mais encore plus forte, mais apprenez à vous en servir. Ouais. Et réfléchissons sur les conséquences, les conceptions que nous avons. C'est pas de se précipiter, c'est bien, c'est pas bien, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire, voilà. Qu'est-ce qu'on peut en faire, mais on retrouvera le bien et le pas bien. Et probablement le bien et le pas bien, il est aussi inhérent à la vie. Je fais une petite parenthèse, mais je ne peux pas m'en empêcher. C'est comme ça. J'ai lu un livre, on n'a pas le temps de beaucoup parler, il y a eu beaucoup de livres publiés, ici Lausanne aussi intéressant, mais d'un livre de quelqu'un des neurosciences qui s'appelle Antonio Damasio, qui est paru chez Odile Jacob aussi, le dernier. Il avait déjà fait l'erreur de Descartes, Spinoza avait raison, et il vient de sortir l'autre moi-même. Voilà.
sur UNESCO, au fond, comment l'esprit naît de la matière. Et livre extrêmement intéressant, mais où il nous dit quelque chose quand même. Ouais, que, au fond, je n'avais jamais, moi, peut-être que vous l'aviez fait, ressenti comme ça, qu'est-ce qui caractérise l'apparition de la vie? La première cellule qui est née, quand le vivant est né à partir d'une cellule. Bon, enfin, né, que la cellule, la première cellule vivante est née, on ne sait pas trop comment encore, même s'il y a des hypothèses. Bon, qu'est-ce qui caractérise le vivant? C'est un territoire. Il y a un dedans, il y a un dehors. Et il y a un échange entre ce dedans et ce dehors. La vie, c'est l'échange. Et cet échange, il est vectorisé, il est finalisé, il est intentionnel, même, je pense qu'il ne plaît pas à tout le monde. Il est intentionnel, c'est-à-dire que dès que la vie est née, oui, il y a les circuits appétitifs, on prend ce qui est bon, il y a les circuits aversifs, on rejette ce qui est mauvais. La vie, c'est la valeur. C'est quand même intéressant sur ce mode-là. La vie se construit sur la valeur parce qu'elle a comme finalité de se proroger. Et pour qu'elle se proroge, eh il faut qu'elle prenne ce qui est bon, qu'elle élimine le mauvais. C'est chimique, il n'y a pas une part de neurones là-dedans, dans la cellule. Hein. Et puis ça va se complexifier avec ce qu'il appelle les cartographies. C'est-à-dire le système nerveux va inscrire ses sensations, et puis il va y avoir une superstructure qui est le lobe frontal et tout cela, et ces superpositions de structures qui pour lui ont fait naître cette capacité réflexive propre à l'être humain. Et là, à mon avis, cette capacité réflexive, alors je reprends, mais je trouve que c'est intéressant, vous voyez, de mettre la valeur, alors pour des raisons qui appartiennent à chacun de ses convictions d'essayer de remplir, mais la vie, la valeur est consubstantielle à la vie. On ne peut pas y échapper. Moi, c'est le sentiment que j'ai au niveau justement de l'être humain, parce qu'en effet, cette réflexivité propre à l'être humain, le fait que nous sommes les seuls êtres vivants, il me semble que c'est assez simple finalement, les seuls êtres vivants qui sommes conscients d'avoir conscience de nous. Mais pinçons-nous un peu aussi, si moi je qu'on se pince, et sans se faire trop de mal, mais quelles sont les conséquences de ça, d'être conscient de soi? Et je crois que ça fait que structurellement, nous sommes des êtres d'addiction. Voilà. Et que l'être humain est fondamentalement un être d'addiction parce qu'il sait qu'il pourrait toujours avoir plus qu'il n'a. Bon. Qu'il n'aura jamais tout et qu'il va tout perdre. Bon. Alors il faut faire avec. Mais c'est pas sans conséquence, je pense. Je peux avoir plus. L'animal, il est régi par sa satiété. Il a plus faim, il s'est bagarré, il est plus tenant, il s'arrête. Il n'y a pas de mérite spécial, c'est pas la peine nécessairement de donner notre fortune à l'esperme. Enfin bon, c'est pas qu'il soit particulièrement méritant, il n'a pas le choix. C'est reposant, mais il n'a pas le choix. Donc nous avons. Pourquoi j'ai pas plus? Pourquoi je ne peux pas prendre plus? Oui. Et dans tous les domaines, le travail, la créativité, ça peut devenir une forme d'addiction. C'est pas négatif quand je dis ça. C'est-à-dire on peut toujours rajouter. Et je pense que c'est à la base de la créativité humaine, de ces circuits appétitifs. Deuxième conséquence, c'est que cette conscience de nous a libérés en partie, donc comme je disais tout à l'heure, des contraintes instinctuelles. Oui, l'être humain, c'est le seul qui peut préférer mourir plutôt que de trahir ses copains. Bon. C'est un choix qu'il peut faire, un vrai choix. Il va contre, a priori, la vie. Sauf qu'il le fait pourquoi? Parce que ça le vaut bien. C'est-à-dire par les valeurs. On reviendra sur le vaut bien. Enfin, voyez, donc on ne peut pas échapper à cette valeur. C'est-à-dire qu'au fond, c'est une mesure de vie. Il va se tuer, mais parce que pour lui, c'est dans le sens, c'est ça qui donne de l'intérêt à la vie. C'est cette valeur. Donc c'est pas aussi anti-prévision génétique qu'on le croit, parce que l'homme a cette capacité de se voir. Mais que donc, il peut aller au-delà de ses instincts. Oui, on a dérégulé la sexualité, la nourriture, la destructivité, on a tout dérégulé. Bon. Mais il n'en reste pas moins qu'on est devenu dépendant de ce qui est, à mon avis, l'équivalent de l'activité réflexive, c'est-à-dire d'un miroir. Qui peut se passer de ce miroir dans lequel se regarder qu'est-ce que je vaux? Est-ce que je compte pour quelqu'un? Alors, on pourra le reprendre, il y a du moi sur moi, mais beaucoup plus fondamentalement et structurellement, c'est nous avons besoin d'un miroir. C'est les yeux de notre mère, c'est les yeux des parents, c'est les valeurs du groupe, c'est les valeurs de la société. Et ces valeurs, donc on ne peut pas y échapper, c'est notre miroir. Sauf que le contenu des valeurs, alors là, il est